partir de zéro ou presque pour conquérir l'Élysée et puis peut-être disparaître. C'est un peu le destin possible du parti d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette expérience politique qui est vraiment hors norme en France. On va essayer de comprendre comment une start-up politique a pu comme ça tout balayer sur son passage et surtout si elle peut survivre à son créateur. Tout a commencé avec cette petite phrase. On est à Amiens le 6 avril 2016 et c'est un ministre de l'économie, encore assez peu connu du grand public, qui la prononce. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le paysage politique français semblait bloqué, usé par des décennies d'alternance droite-gauche. Alors la promesse d'un mouvement nouveau, c'était une promesse de rupture totale avec ce système. Et c'est là que ça devient complexe. C'est une chose de monter une machine à gagner, une machine parfaitement huilée pour une seule élection. Mais c'en est une autre de la transformer en un véritable parti. Un parti qui s'ancre, qui dure. C'est tout le défi, passer de la conquête à la pérennité. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rendait ce mouvement si différent à ses débuts? Comment est-il né et sur quelles idées, sur quelle base s'est-il vraiment construit? Alors, le concept, il était simple, mais carrément radical pour la France de l'époque. Ni de droite, ni de gauche. Pensez-y une seconde. On pouvait être membre du Parti socialiste ou des Républicains et en même temps adhérer à En Marche. C'était du jamais vu. L'idée, c'était vraiment de créer une sorte d'immense tente politique ouverte à tous pour tout simplement court-circuiter les vieux partis. Et la méthode pour y arriver, elle a été piquée tout droit à la Silicon Valley. Première étape, un lancement audacieux, un launch. Deuxième étape, la collecte de données massive, cette fameuse grande marche pour sonder le pays. Et enfin, troisième étape, une mobilisation numérique fulgurante. L'adhésion en ligne, en un clic et gratuite, a permis de revendiquer plus de 200 000 membres en moins d'un an. Une croissance exponentielle. Bon, voyons maintenant comment cette start-up est passée à l'échelle supérieure. Comment elle est devenue une véritable machine de conquête politique, un raz-de-marée sans précédent. Un seul chiffre suffit à résumer ce tsunami politique de 2017, 314. C'est le nombre de députés que ce tout jeune parti a envoyé à l'Assemblée nationale. Une majorité absolue écrasante qui a littéralement balayé les partis traditionnels et qui a rempli l'hémicycle de visages complètement inconnus du grand public. Forcément, la question s'est posée tout de suite. Mais qui sont ces marcheurs qui viennent de prendre le pouvoir? D'où est-ce qu'ils viennent? Quel est leur profil? Et quand on regarde la composition de cette vague de députés, c'était totalement inédit. Près de la moitié d'entre eux, 42%, venaient de ce qu'on appelle la société civile. En clair, ils n'avaient jamais fait de politique avant. Le reste, c'était un savant mélange de gens venus de la gauche, du centre et même de la droite. La promesse de dépasser le clivage semblait, à ce moment-là, tenue. Très vite, une étude du think tank Terra Nova est venue dresser le portrait robot du marcheur type. Et ça donne quoi? Quelqu'un de très diplômé, qui vit en ville, avec des revenus plutôt élevés et qui vient du secteur privé. Souvent, c'est sa toute première expérience politique. En gros, c'est un peu la France qui va bien, mais qui, du coup, ne représente pas forcément tout le monde. Et ce point-là, elle est devenue un vrai problème. Passons maintenant à la suite. Parce que c'est une chose de disrupter, c'en est une autre de gérer le pays. Et le parti a très vite été confronté aux dures réalités du pouvoir. Le retour à la réalité a été brutal. Dès 2017, les réformes fiscales collent au parti l'étiquette de « président des riches ». Une image qui a nourri la colère des Gilets jaunes un an plus tard, la plus grosse crise sociale du mandat. Et à peine le pays en sortait-il que la pandémie de Covid-19 a tout gelé. L'usure politique s'est vite fait sentir, jusqu'à perdre la majorité absolue à l'Assemblée en mai 2020. Cette érosion, elle se voit très clairement dans les chiffres. Le groupe majoritaire est parti de 314 députés et il en a perdu près de 50 en cours de route. Des départs souvent liés à des désaccords sur une politique jugée trop à droite ou tout simplement à une usure du pouvoir. 50 crises, ça laisse forcément des traces. Face à cette usure, le mouvement devait absolument évoluer. Il fallait trouver un moyen de construire un avenir, de ne plus être seulement la machine de guerre de 2017. Et le grand écart est devenu impossible à cacher. La promesse de 2017, d'un mouvement ni de gauche ni de droite, s'est transformée en un parti perçu comme solidement ancré au centre droit. Le mouvement horizontal et libéré est devenu un appareil politique très vertical, très contrôlé. Bref, le rêve de la Startup Nation politique a laissé place à la réalité d'un parti de pouvoir un peu plus classique. Ce virage a été officialisé en septembre 2022. La République en marche devient Renaissance. Le message est plutôt clair. Il faut tourner la page de la conquête et entamer une refondation. Une renaissance donc pour s'installer durablement dans le paysage politique. Parce que le plus grand échec du parti, son talon d'Achille, c'est son incapacité à s'implanter localement.
Les élections municipales de 2020 et régionales de 2021 l'ont montré de manière assez brutale. Aucune grande ville, aucune région remportée. La popularité nationale n'arrive pas à se traduire en victoire sur le terrain. La solution? Créer une sorte d'académie pour former les futurs élus locaux. L'objectif, c'est de préparer les municipales de 2026 en professionnalisant les candidats. C'est une stratégie très planifiée qui pose la question de savoir si on peut vraiment décréter un ancrage local depuis Paris. Et cette question de la survie, elle est vraiment au cœur des préoccupations, y compris chez les plus jeunes. Comme l'explique ici un leader de l'aile jeunesse, tout l'enjeu du changement de nom, c'est de préparer l'après 2027. Comment est-ce qu'un mouvement si lié à un seul homme peut continuer d'exister sans lui? Et voilà, on est revenu à notre question de départ. C'est aussi la question qui décidera de l'avenir de Renaissance. Est-ce qu'un parti créé pour et par un seul homme peut lui survivre? Le compte à rebours jusqu'à 2027 a déjà commencé. Et l'histoire de cette expérience politique unique est vraiment loin d'être terminée.